Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Jean-Paul Enthoven, bonjour. Bonjour Alexis. On est très heureux de vous accueillir en direct sur Radio J, une radio que vous connaissez bien. Vous êtes un habitué quasiment de nos studios, on en est d'ailleurs tout à fait heureux. Vous êtes éditeur, vous êtes surtout écrivain aujourd'hui, j'allais dire à temps plein, et vous nous revenez avec un livre absolument merveilleux que je montre ici, Si le soleil s'en souvient, aux éditions Grasset, livre événement qui fait d'ailleurs d'ores et déjà beaucoup parler, beaucoup débattre également, puisque vous avez décidé, après latence durable chez vous, de vous pencher sur le petit garçon que vous étiez, petit garçon né et grandi en Algérie, jusqu'à l'indépendance. Vous aviez donc à l'époque l'âge d'un petit adolescent, 14 ans, et vous campez justement ce personnage vis-à-vis duquel, au fond, vous avez les relations les plus ambivalentes. On peut dire que vous écrivez même contre votre enfance. Je reprends là une formule qui est dans Si le soleil s'en souvenait, Jean-Paul Enthoven. On écrit contre son enfance et aussi en même temps on écrit tout contre son enfance. C'est le fameux mot de Mauriac, je crois. Et que voulez-vous ? Je ne parle pas seulement de l'adolescent, jeune adolescent que j'étais. Parce que je n'aime pas la littérature de l'enfance, voyez-vous. Oui. Je ne l'aime pas. On peut dire, pour faire vite, il y a deux types d'écrivains, au fond, en France, engagés chacun à leur manière. Il y a ceux qui valorisent, qui glorifient, qui idéalisent, qui magnifient, qui embellissent, qui enjolivent leur enfance. Et puis, il y a ceux qui la descendent. Oui, et ça fait deux littératures, ça. Voilà. Ça fait deux littératures. La seule exception, pour moi, c'est Proust qui parle de son enfance, mais c'est une enfance dont la chronologie est complètement bouleversée. Mais enfin, il parle. Sinon, la littérature de l'enfance donne l'impression de. Moi, je suis freudien sur ce point. Je pense que l'enfance n'est pas du tout le lieu d'innocence et de pureté qu'une certaine littérature veut promouvoir. Alors vous citez Freud, vous avez le droit, d'ailleurs c'est un grand auteur, juif aussi, donc on est sur Radio J, Jean-Paul Enthoven, ensemble. Vous voulez dire que Freud découvre, au fond, avec la création de la psychanalyse, que l'enfance, c'est aussi le lieu de ce qu'il appelle la perversion polymorphe ? Oui, bien sûr, évidemment, mais enfin, je ne fais pas de théorie à ce sujet-là, je m'en garderai bien. J'ai voulu faire un roman de sensation. Oui, c'est réussi. Je pense que la sensation et l'émotion disent au moins autant de vérité que les concepts. Alors avant qu'on en vienne justement au cœur de votre roman, qui a aussi, évidemment, par définition, en raison de la situation de l'intrigue, si vous me permettez, des résonances historiques, mais aussi franco-françaises actuelles, on va les analyser dans cette émission, dans Affaires publiques. Autorisez-moi juste encore, en préambule en quelque sorte, une petite introduction. C'est la première fois quand même dans votre littérature que vous évoquez aussi explicitement, même si bien sûr c'est romancé, celui que vous avez été, les premières années. Oui, bien sûr. Il y a un moment où tout a mûri et où on regarde comme un étranger l'individu qu'on était. Comme un étranger. Oui, bien sûr, mais comme un étranger fraternel, un étranger sympathique, un étranger dont on est le prolongement, l'excroissance querelleuse. Voilà, c'est comme ça que je regarde ça. Et d'ailleurs, d'emblée, je n'aimais pas les romans qui glorifiaient la jeunesse. Par exemple, j'ai toujours détesté Le Grand Maulne et Le Petit Prince. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je préfère les enfances balsaciennes ou flaubertiennes à ces coulées, ou bien même Michel Tournier. J'ai jamais aimé les romans de Michel Tournier pour cette raison-là. Et puis surtout, cette enfance était le prétexte à camper un décor de guerre civile. Voilà, alors justement, c'est ça qui est évidemment aux résonances politiques au sens large, métapolitique, comme on aime à dire aujourd'hui dans le débat public. Je commence. C'est l'exorde. L'inauguration du cinéma Vox aurait dû avoir lieu le 24 juin à Mascara,
une petite ville dépourvue de charme et perchée sur les hauts plateaux d'une Algérie encore française. Mon père avait retenu la date de la Saint-Jean en souvenir de son premier fils qui portait ce prénom et dont la mort, survenue avant ma naissance, n'en finissait pas de le tourmenter. Ma mère, d'un tempérament plus délicat, désapprouvait ce choix qui ravivait cruellement son deuil. Elle ne s'était pas privée de le faire savoir par quelques crises de larmes et de vaines bouderies avant de se soumettre à la décision d'un époux qui, au temps de sa splendeur, supportait mal qu'on ne fût pas de son avis. Alors il y a plusieurs choses dans ce formidable incipit romanesque. Il y a évidemment la relation de vos parents que vous analysez, que vous décortiquez avec une finesse enthovenienne. Mais il y a aussi, évidemment, vous y faisiez référence, ce décor historique. Le cinéma Vox est l'occasion, puisqu'il va exploser le jour de son inauguration. Il va exploser. Le cinéma dont votre père était si fier, c'était un des achèvements, un des accomplissements de sa carrière. Il explose. Bon. Et donc, effectivement, il est le révélateur de cette guerre civile qui double la guerre d'Algérie, en quelque sorte, qui la redouble de gravité. Même enfant, j'étais horrifié de me tenir entre deux incroyables et gigantesques bêtises. Il y avait la bêtise des colons, dont la suffisance, dont l'arrogance, dont le mépris et le goût pour l'injustice étaient flagrants, et il y avait la sottise absolue et le fanatisme d'un islam qui commençait déjà à se constituer en islamisme. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs dans le roman, mais puisque vous l'évoquez, on peut le développer tout de suite, Jean-Paul Enthoven, par-delà sa portée autobiographique que chacun saisit, même si c'est une autobiographie à la Enthoven, c'est-à-dire un petit peu enjolivée, un petit peu... Ou assombrie. Ou assombrie, mais le portrait du père est sans doute un portrait en partie transfiguré. Il faut toujours surclasser son père. Vous l'avez upgradé, voilà. Mais en même temps, son goût, disons, pour le sang apparaît, puisque c'est un chasseur invétéré. On sent que le petit garçon que vous êtes, un peu déjà proustien, est un peu dégoûté par tout ça. Mais enfin, voilà, tout ça est évoqué. Mais par ailleurs, il y a un propos politique. Et donc, enfin, au fond, si on résume, pour nos auditeurs de Radio J ce matin, Jean-Paul Enthoven, vous dites ni colon, ni FLN. Et il y a donc, et vous suggérez, et ça, pour moi, ça fait question, je n'en sais rien, vous suggérez aussi, comme petit garçon juif d'Algérie, témoin de tout cela, qu'au fond, un certain islam rigoriste, intégriste, fondamentaliste, était déjà en germe dans le discours apparemment laïque et marxiste des indépendantistes. Mais bien entendu. Vous le pensez? Évidemment, pour moi, il est en germe depuis le 7e siècle. Donc, je peux vous lire? Oui, je vous en prie. Dans ce camp, écrivez-vous, Jean-Paul Enthoven, les terroristes, fellagas, patriotes, des gens respectables a priori, mais fort peu humanistes et encore moins qu'anciens, qui en rajoutaient inutilement dans la cruauté, étaient secondés par les progressistes de la métropole qui, à leur tour, étaient fort peu attristés par le malheur des Français blancs et innocents qu'ils accablaient de leurs pétitions enfiévrées. Cette seconde injustice aggravait la première, c'était à devenir fou. Dis donc, c'est pas du politiquement correct que vous nous servez là, Jean-Paul. Je ne sais pas, mais je sais que c'est la vérité. C'est la vérité absolue. C'était vraiment la phrase shakespearienne n'a jamais eu plus de sens. Une histoire de fou racontée par des idiots et qui n'avait aucun sens. Mais rétrospectivement, vous pensez que ceux qu'on appelait justement ces progressistes, ces porteurs de valises de la métropole, que vous évoquez, voilà, ils se sont fourvoyés dans un combat très peu kantien, très peu républicain. Il y avait plusieurs attitudes. Il y avait l'attitude de Camus. Camus pensait qu'on pouvait réconcilier ces réalités inconciliables. Il rêvait à une sorte de syncrétisme, comme d'autres aujourd'hui parlent d'un islam des Lumières qui s'entendrait à... D'autres, c'est Bernard-Henri Lévy. Oui, mon cher. Et vous pensez qu'il a raison, Bernard, quand il parle de l'islam des Lumières, de deux choses l'une. Où il invoque quelque chose qui n'existe pas encore? Eh bien, vous savez, en mathématiques, il existe des chiffres qui s'appellent racine de -1. Peut-être que l'islam des Lumières, pour l'instant, c'est une racine de -1 de l'idéologie, mais Bernard a raison de l'espérer, parce que s'il n'y a pas d'islam des Lumières un jour, tout est foutu. Donc il a raison, c'est comme Max Weber appelait ça, je crois, un idéal de la raison. Il faut vouloir que cela existe. Mais est-ce que ça existe, c'est une autre affaire.
Et donc il y avait l'attitude de Camus, ensoleillée, généreuse, syncrétique, et puis il y avait l'attitude simplificatrice des intellectuels parisiens de l'époque, qui prenaient tous les Français d'Algérie pour d'horribles esclavagistes, alors que certains l'étaient. Mais la plupart ne l'étaient pas. Bon, alors on va vous poser clairement la question. Oui. C'est un discours très hétérodoxe que vous tenez là par rapport, je veux dire, au politiquement correct franco-français de la presse mainstream d'aujourd'hui. On s'en fiche. Oui, on s'en fiche, mais c'est intéressant. Oui, bah écoutez, quand on écrit des livres, c'est pour dire ce qu'on croit vrai. C'est pas pour. C'est ça. C'est pas mais pour... vous le dites aussi en tant que rejeton d'une famille comme celle-ci, et donc avec la possibilité de la finesse et de la nuance que n'auraient pas des gens qui découvriraient cette histoire de l'extérieur. Moi, je sais que le conflit, l'affrontement de ces deux bêtises me faisait souhaiter que le général de Gaulle, à l'époque, me libère vite de cette folie, alors que, par ses décisions, il allait précipiter le malheur des miens et leur appauvrissement et leur ruine même. Alors, on ne dévoile aucun secret non plus en disant que chez beaucoup de familles juives d'Algérie, notamment effectivement dans ce département d'Oran, qui était le département 31, si ma mémoire est bonne. Bravo. 91, pardon, si ma mémoire est bonne. Je sais même pas. Je crois qu'effectivement, 91. Je crois qu'il y avait beaucoup, si vous voulez, de familles qui penchaient du côté de la social-démocratie, du côté de Mendes France. Oui, de la République. De la République de Mendes France, voilà. Au fond du compromis, on va dire social-démocrate et républicain. Et on peut dire que historiquement, et d'ailleurs vous le montrez très bien, elles ont été, ces familles, prises en tenaille par deux violences. La violence du FLN, proto-islamiste, nous dites-vous, et ça c'est passionnant, et la violence de colons obtus, d'extrême droite, OAS, si vous voulez. C'est pas la première fois qui voulaient que rien ne change. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas la première fois que les modérés sont pris entre deux feux. Mais par-delà ça, voyez-vous, on parle de politique, mais je ne voudrais pas donner l'impression que le roman n'est pas politique. Voilà. Mais simplement, il a quand même, vous voyez, je n'invente rien, je l'ai sous les yeux, il a quand même des prolongements politiques qui vous permettent aussi, et nous y revenons, de mettre en scène la singularité du petit garçon que vous étiez, qui a voulu s'échapper au fond de je vais l'appeler avec mes mots, qui a voulu s'échapper de ce cauchemar. Ce cauchemar, voilà. Oui. Mais voyez-vous, ce que j'ai voulu aussi raconter, et ça me semblait bien prétentieux, c'est comment j'en suis venu à la littérature. Voilà. Parce que le film qui va servir d'explosion, qui va provoquer l'explosion, c'est le film de John Huston. Nous revenons, donc qui s'appelait Moby Dick. Voilà, vous avez 11 ans. Voilà. 24 juin 1960. Votre père se fait une joie d'inaugurer ce cinéma qui sera, on va dire, un des plus luxueux cinémas du département d'Oran. Et l'attentat a lieu. Oui, l'attentat a lieu pour une raison très simple. C'est que la bêtise locale transforme ce nom étrange de Moby Dick en Maudit Bic. Et évidemment, des représailles s'en suivent, des massacres s'en suivent, un petit Bataclan, si vous voulez. Exactement. Et là-dessus, cette figure de Melville me trouble. Deuxième rencontre avec la littérature, il y a un plasticage, et finalement, je suis protégé par une immense bibliothèque que ma mère vient de faire construire en bois de merisier très lourd. Donc c'est la deuxième fois que les livres me protègent. Et donc, si vous voulez, comme un petit garçon qui cherche à comprendre pourquoi les livres le protègent, pourquoi Melville et Herman Melville est à l'origine de son goût pour la littérature, je raconte cette éducation littéraire aussi. Et c'est ça, je ne veux pas prendre des exemples écrasants de perfection et accepter ma sincère modestie en le disant, mais quand Sartre écrit les mots, je vous jure que s'il n'avait pas pris ce titre sublime... vous le piquez? Ah ben j'aurais été fier, oui bien sûr. Alors Jean-Paul Anteven, vous nous dites beaucoup de choses là. C'est-à-dire on a campé la situation historique parce qu'elle est indispensable. Et d'ailleurs, elle est singulière et elle détermine beaucoup de choses dans votre existence. J'en suis sûr aujourd'hui, même dans le rapport à l'islam, mais on ne va pas s'y appesantir. Mais elle détermine aussi, et c'est fondamental, l'écrivain que vous êtes devenu. Alors, permettez-moi une question, parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Affaires publiques, donc qui s'intéresse aussi à la politique.
on peut dire que entre les lignes, au travers de cet épisode, mais aussi de la manière dont cette bibliothèque, sublime bibliothèque en merisier que votre mère Gilberte avait fait bâtir dans la maison de Mascara, vous êtes immédiatement rattaché à quelque chose qui vous a été transmis ensuite à haut voltage dans vos études secondaires, supérieures, une fois à Paris. Bah, c'est la culture française, c'est la littérature française. Évidemment, vous êtes, alors de ce point de vue-là, vous êtes un Français par toutes les fibres de votre imaginaire culturel. Bien sûr, la France me semblait, la France. L'Algérie était un département français, mais la France me semblait le sommet de la civilisation, de la perfection, de l'harmonie, de la beauté. Je rêvais de rencontrer la Loire, de rencontrer la Seine. Je rêvais de rencontrer ces terrasses où de grands artistes parlaient entre eux. Ça me semblait une vision du paradis. Alors ça, c'était d'ailleurs, puisque nous sommes à Radio J, il faut le dire, c'était ce franco-judaïsme culturel si intense dans la plupart des familles d'Algérie, quelles que fussent par ailleurs leurs orientations politiques. C'est-à-dire que des gens de droite et des gens de gauche communiaient dans le même amour de la France républicaine. Vous avez raison d'employer l'expression de franco-judaïsme parce qu'il s'agissait vraiment de ça. J'étais même plutôt franco que juif. D'ailleurs, c'est là que s'est forgée ma conviction. Je suis un juif agnostique, c'est-à-dire un bon juif selon moi. Et si vous voulez, j'ai toujours un peu confondu mon judaïsme avec l'esprit républicain. Bien sûr. J'ai toujours un peu confondu ces deux choses-là. Bien sûr. De la même... Enfin, c'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire, mais elle est passionnante. Et est-ce que vous êtes aujourd'hui conscient que la singularité de l'histoire que vous racontez, la construction dans les livres d'un petit garçon juif d'Algérie, comme il y eut une construction dans les livres d'un petit garçon nommé Romain Cassève. Est-ce que vous êtes conscient que ça, au fond, beaucoup de nos contemporains ne le comprennent pas? Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils disent c'est un discours réactionnaire, c'est un discours passéiste. Je me fiche ce que non, mais qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Oh, la France d'aujourd'hui, elle est malade. C'est-à-dire que on dit il y a des événements scandaleux. Vous avez une philosophe féministe, Judith Butler, qui considère que le Hamas est un mouvement de résistance. Vous avez je ne supporte pas, pour tout vous dire, tous les gens qui disent j'aime beaucoup Israël, mais désormais insupportable. Dans ce moment précis de l'histoire. Le moment viendra où moi aussi je mettrai des mais pas cet instant où, comme le dit mon ami, en tout cas Bernard-Henri Lévy, la solitude d'Israël n'a jamais été aussi puissante. Je ne sors pas de la neutralité axiologique de l'intervieweur, donc je ne dirais pas si c'est mon ami, quoique tout Paris le sait, peu importe. Alors, revenons, parce qu'il nous reste 3 minutes et demie, à votre roman « Si beau si le soleil s'en souvenait », Jean-Paul Antoven. Est-ce qu'il y a eu, chez ces Juifs d'Algérie, dont vous êtes le pur produit sur le plan culturel, on vient de le dire, c'était fort que vous disiez ça. C'est pas sur LCI, c'est pas sur BFM que vous allez le raconter. Est-ce qu'il y a eu, dans ces familles, très installées, très patriciennes pour certaines, le pressentiment de la fin d'un monde, le pressentiment qu'un jour, ils parleraient de tout cela comme du monde d'hier? Écoutez, moi je l'avais, ce pressentiment. Vous l'aviez à 11 ans? Oui, je l'avais. Mon éducation politique a été radar surpuissant, comme celui de Bernard. Peut-être que comme celui de Bernard, mais peut-être que cette certitude que j'ai d'avoir été lucide n'est qu'une projection rétrospective. Je ne sais plus si je ne sais plus. Mais le petit garçon, vous savez que l'enfant, c'est un territoire qu'on n'en finit pas de reconstruire. Mais le petit garçon que vous mettez en scène, on va dire avec toutes les comment dire, tous les leurres inhérents à la mise en scène, vous pensez qu'il pressentait qu'un jour il quitterait sa maison de Mascara avec la belle bibliothèque? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ma première idée, ma première image de la mort. Je marchais dans une rue brûlante et il y avait des vieux Arabes dans leur djellaba sous la petite ombre du porche. Et je me suis dit, ils existeront quand je ne serai plus là.
Et je me souviens que c'est cette perception du jamais plus et du monde en péril et du monde agonisant, je l'ai eu à ce moment-là. Et elle ne m'a jamais quitté. Je veux dire, nous passons notre temps à quitter le monde qui nous entoure. Vous pensez ça? Ah oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, là, vous ressuscitez aussi toute une partie de discours de l'époque. Vous ciblez le FLN, c'est votre droit d'ailleurs. Ben Bella disait d'ailleurs à peu de temps après, nous n'existons, nous Arabes, que si Israël n'existe pas. Hein. Donc tout cela n'est pas une invention complotiste, naturellement. Vous pensez qu'aujourd'hui, une certaine civilisation française est plus que jamais en danger, comme le dit Finkielkraut? Mais comme dit le vers célèbre, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Et qu'est-ce qui sauverait cette civilisation française, Jean-Paul Antoven? Vous savez, la France n'a cessé d'être au bord d'un gouffre. Et la meilleure part de la France s'est réveillée dans ces moments-là. Aujourd'hui, vous savez, il y a une phrase de Pasolini que j'aime beaucoup. Il disait: le fascisme reviendra, mais il s'appellera antifascisme. Eh bien, si vous voulez, je pense que il y a dans l'histoire de ce pays assez de trésors pour constituer une nouvelle phalange. Et la LFIisation des esprits serait la forme de ce retour pasolinien que vous évoquez? Ah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, je pense que Pasolini pensait à Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, évidemment, méprisant la chronologie. C'est à lui qu'il pensait. Alors, on a encore une minute. Il pensait aussi aux étudiants de Sciences Po. Hein. Peut-être, à certains. On a encore une minute, Jean-Paul Antoven, c'est passionnant. Si le soleil s'en souvenait, c'est votre roman événement. Il faut le lire, bien sûr. Nous n'avons fait qu'effleurer l'intrigue. Et c'est un roman très beau, très littéraire, très proustien, très personnel, irréductible, évidemment, à ce qu'on a pu en dire dans le cadre d'une émission quand même orientée sur la réflexion politique. En une minute encore, est-ce que vous êtes de ceux qui, parmi les juifs français, croyaient à la solidité des liens des juifs et des chrétiens aujourd'hui, ou de ceux qui continuaient à en douter? Non, je suis frappé par la solidité des institutions, par on ne peut pas faire le moindre reproche aux institutions françaises, au gouvernement. Et vous n'êtes pas déçu quand l'Église de France, par la voix de ses quotidiens nationaux, a l'air de contribuer de manière plus soft, bien sûr que d'autres, mais à la diabolisation d'Israël? Je sais qu'il faut se méfier, je sais qu'il y a des excès, mais fondamentalement, je trouve que le philosémitisme français reste actif, puissant. Il y a un pacte immémorial entre la France et les Juifs. Bien sûr, ça a très mal tourné à certains moments de l'histoire, mais il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître comme ça. Et s'effacer, pacte immémorial entre la France et les Juifs. Merci d'avoir fait un tour, ne serait-ce que pour cela, Jean-Paul Antoven, par Radio J. On vous souhaite, si vous me passez l'expression, un très bon Shabbat. Je ne crois pas que ça soit tellement une expression que vous employez souvent. Si le soleil s'en souvenait, aux éditions Grasset. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, Alexis.